Un momento di Castagno come l'ho sempre cantato. La morte di Castagno a me solo di Quincindolo e tranquillo pulindaggio tapunatelo patiolo. Sarà si ma visto il logo, isto damanto viaggello, dove mi ugata quarti, come un boialo macello. A a riposo, lo sta cielo taulelo. Ni è calmato il fume, calmato lì è l'orgoglio, annuio la gazzetta, pa empie lo portafoglio. Ripiantate lo castagno, pa lui che io voglio. Puis il y eut un orage court et puissant, avec une violente averse et 2 coups de tonnerre tonitruants qui firent tout trembler. L'orage s'éloigna vite, le ciel se fit d'un gris opaque et uniforme. La pluie ruisselait doucement, régulièrement, sur les feuilles. Des éclairs rouges pourpres incendièrent le ciel de plomb, et le grondement lointain du tonnerre revenait sans cesse, comme les dernières vagues atténuées d'une marée. Et dans cette atmosphère fantomatique, le chant du rossignol a soudain retenti sur l'érable, devant ma fenêtre. Dans la pluie, les éclairs, le tonnerre, ils résonnaient comme une cloche au son clair,
Le rossignol chantait, comme ivre, comme possédé. Il voulait couvrir le bruit du tonnerre, éclaircir le crépuscule. Coagula, Aor deine Wunde, Rosa, und das Hörnerlicht deiner rumänischen Büffel, an Sternes Stadt übern Sandbett, im redenden, rotaschen gewaltigen Kolben. Vous rappelez-vous ce que nous avons projeté de faire quand la guerre sera finie? Aller ensemble dans le Midi. Et nous irons. Je sais que vous rêvez d'aller avec moi en Italie, mais moi, j'ai l'intention de vous entraîner jusqu'en Corse. C'est encore mieux que l'Italie. Là-bas, on oublie l'Europe, du moins l'Europe moderne. Imaginez un vaste et héroïque paysage avec les contours sévères des montagnes et des vallées. En haut, rien que des blocs de rochers dépouillés d'un gris pur. En bas, des oliviers, des lauriers cerises et des châtaigniers centenaires. Et sur tout cela, un silence d'avant le commencement du monde. Pas de voix humaines, pas de cris d'oiseaux, seulement un ruisseau glissant quelque part entre les pierres, ou le murmure du vent, tout là-haut, dans les failles des rochers, ce même vent qui gonflait les voiles d'Ulysse. Et quand vous rencontrez des êtres humains, ils sont parfaitement en accord avec le paysage. D'ordinaire, court d'abord un chien, puis vient appalant une chèvre ou un âne chargé de sacs pleins de châtaignes. Il faut que nous y allions et nous ferons comme j'ai déjà fait, en parcourant toute l'île à pied, en dormant chaque nuit dans un lieu différent, saluant chaque lever de soleil, parce que nous serons tôt en chemin.
14 janvier 1919, à 23h30, le capitaine Pabst fait venir Rosa Luxembourg dans son bureau. Bref interrogatoire pour s'assurer de son identité. 10 minutes plus tard, l'entretien est terminé. On va, lui a-t-on dit, la reconduire en prison. Quand elle sort de l'hôtel, un soldat, d'un coup de crosse, lui fracasse la mâchoire. À demi évanouie, elle est traînée dehors, hissée dans une auto qui démarre aussitôt. Quelques minutes plus tard, l'officier Karl Vogel l'achève d'une balle dans la tête. Après avoir été lesté d'un bloc de pierre, son corps est jeté dans le Landwehrkanal. Contre toute attente, il réapparaîtra le 31 mai.
Vous surestimez ma sérénité. Mon équilibre interne et ma joie de vivre sont malheureusement à la merci de la plus petite ombre qui peut les faire basculer, alors je peux seulement me taire. Littéralement, aucun son ne peut alors franchir mes lèvres. Par exemple, ces derniers jours, j'étais heureuse et gaie, toute à la joie que me donnait le soleil. Puis soudain, lundi, un vent glacial m'a envahi, sans que je sache ni quoi ni qu'est-ce. Et ma gaieté radieuse s'est muée tout d'un coup en un profond désarroi. Certes, il m'arrive rarement d'avoir l'occasion de parler. Pendant des semaines, je n'entends même pas ma propre voix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris la décision héroïque de ne pas faire venir ici Mimi. Cette petite bête est habituée à la gaieté, à l'animation. Elle est si heureuse quand je chante, quand je ris et joue à cache-cache avec elle, à travers tout l'appartement. Elle deviendrait mélancolique ici. J'ai appris par Mathilde que votre frère est mort à la guerre. Je suis aussi très inquiète pour votre mère. Comment supportera-t-elle ce nouveau choc? Nous vivons de durs temps et nous devons sans cesse ajouter un nom à la longue liste des morts. À vrai dire, chaque mois peut, comme à Sébastopol, compter pour une année. Avez-vous des nouvelles de votre autre frère? Je voudrais tant vous envoyer quelque chose, mais je n'ai rien d'autre ici que ce petit fichu bariolé. Il vous dit simplement que je vous aime beaucoup.
Je tiens à répondre sur le champ à ta lettre de Noël, tant que m'agite la colère qu'elle a fait naître en moi. Oui, ta lettre m'a mise en rage, parce que, si brève soit-elle, chaque ligne y révèle à quel point tu es retombé sous l'emprise de ton milieu. Ce ton pleurard, ces soupirs et ces gémissements à propos de vos déceptions, imputables aux autres, dites-vous, alors qu'il vous suffirait de vous regarder dans une glace pour voir le contre-type le plus frappant de l'humanité actuelle dans toute sa misère. Et dans ta bouche, le nous signifie à présent ton milieu, ces grenouilles de marais. Vous avez trop peu d'allant, dis-tu mélancoliquement. Trop peu n'est pas mal. Vous n'avez pas d'allant du tout, vous rampez. Ce n'est pas une différence de degré, mais d'être. Au fond, vous appartenez à une autre espèce zoologique que moi, et votre nature morose, revêche, lâche, votre façon de ne faire toujours les choses qu'à moitié, ne m'a jamais été aussi étrangère, je ne l'ai jamais autant haï qu'à présent. Vous seriez bien prêt à quelque audace, écris-tu, seulement on vous flanquerait en tôle, et ça ne servirait pas alors à grand-chose. Quelles âmes d'épiciers sont les vôtres? Vous seriez tout disposé à vendre une petite pincée d'héroïsme, mais seulement, au comptant, quand vous ne toucheriez que 3 liards rouillés. Il faut toujours que sur le comptoir, on voit à quoi ça sert. Pour moi, sans jamais avoir été particulièrement tendre, je suis, ces derniers temps, devenu dur comme de l'acier poli. Désormais, ni en politique, ni pour le choix de mes amis, je ne ferai plus la moindre concession. Il me suffit de me remémorer la galerie de tes héros pour que le cafard me prenne. Le monde est si beau malgré toutes les horreurs, et il serait plus beau encore s'il n'y avait pas sur terre des pleutres et des lâches. Allons, viens que je t'embrasse quand même, car tu es malgré tout un brave petit gars. Bonne année. Tu me dis qu'actuellement, une seule chose occupe ton esprit et ton temps, la situation lamentable du parti. C'est là un très fâcheux état d'esprit, car il brouille aussi le jugement politique. En premier lieu, il faut, en tout temps, mener une vie qui engage la personnalité tout entière.
Et si tu ouvres un livre si rarement, alors, au moins, ne lis que de bonnes choses et pas de la littérature kitsch, comme cette vie romancée de Spinoza que tu m'as envoyée. Où veux-tu en venir avec les souffrances particulières des Juifs? Pour moi, les malheureuses victimes des plantations d'EVA dans la région du Putumayo, les nègres d'Afrique dont les Européens se renvoient les corps comme on joue au ballon, me touchent tout autant. Te souviens-tu du récit de la campagne de Fontrota dans le Kalahari que l'on trouve dans l'ouvrage du grand état-major? Et les râles des agonisants, les cris de ceux que la soif avait rendus fous, retentissaient dans le silence sublime de cette immensité. Ce silence sublime de l'immensité, où tant de cris se perdent, il éclate dans ma poitrine si fort qu'il ne saurait y avoir dans mon cœur un petit recoin spécial pour le ghetto. Je me sens chez moi dans le vaste monde, partout où il y a des nuages, des oiseaux et des larmes. Il faut que vous alliez à tout prix au jardin botanique pour y vérifier quelque chose. Il se passe en effet ce printemps une chose étonnante. Les oiseaux sont tous arrivés avec un mois, parfois 1 mois et demi d'avance. Le rossignol était déjà là le 10 mars. Le torcol, qui n'arrive que fin avril, faisait déjà entendre son rire le 15. Et même le loriot, qu'on appelle l'oiseau de la Pentecôte, et qui ne vient jamais avant mai, joue son air de flûte depuis 1 semaine déjà, avant le lever du soleil, dans l'aube naissante. Je les entends tous de loin, dans le parc de l'asile d'aliénés. Je ne sais comment interpréter ce retour précoce. Et je voudrais savoir si la même chose a été observée ailleurs, ou s'il faut l'attribuer à la proximité d'un asile d'aliénés.
le temps que, comme d'autres aussi, je passe actuellement sous les verrous, ce temps non plus n'est pas perdu. Il apparaîtra d'une façon ou de l'autre dans le grand règlement de compte général. On doit, tout simplement, sans vouloir être trop maligne ni se casser la tête, mener la vie que l'on tient pour juste, sans exiger d'être payé sur l'instant, en espèces sonnantes pour tout ce qu'on fait. À la fin, tout sera bien récapitulé. Et si ça ne l'est pas, je m'en fiche aussi. Chaque jour, je rends visite à une coccinelle rouge avec 2 points noirs sur le dos que je maintiens en vie depuis une semaine sur une branche, malgré la bise et la froidure, dans un pansement de chaudes ouates. J'observe les nuages, toujours plus beaux et sans cesse différents, et au total, je ne me considère pas plus importante que cette petite coccinelle, et, imbue du sentiment de mon infime petitesse, je me sens ineffablement heureuse. Il y a des jours où j'ai l'impression que tout ce que je fais ou dis est faux, que même mon innocent bavardage sur les oiseaux est un crime. Merci 1000 fois pour le Hölderlin. Mais il ne faut pas dépenser tout cet argent pour moi, cela m'embarrasse. Merci aussi, de tout cœur, pour les pois de senteur. Ne vous laissez pas abattre, gardez courage.
que je lis, surtout des ouvrages de sciences naturelles, géographie végétale et animale. Hier, j'ai justement lu un livre sur les raisons de la disparition des oiseaux chanteurs en Allemagne. C'est la croissance rationnelle des cultures, sylviculture, horticulture, agriculture, qui détruit toutes les conditions naturelles nécessaires à la nidification et à la nourriture. Arbres creux, terres en friche, broussailles, feuilles fanées sur le sol des jardins. Cela m'a rappelé un livre russe traitant de la disparition des peaux-rouges en Amérique du Nord. C'est exactement ainsi qu'ils ont été chassés peu à peu de leur territoire par les hommes civilisés et livrés à une extermination silencieuse et cruelle. Je me sens bien plus chez moi, dans un petit bout de jardin, comme ici, ou à la campagne, dans l'herbe parmi les bourdons, que dans un congrès du parti. À vous, je peux bien le dire, vous n'irez pas me soupçonner aussitôt de trahir le socialisme. Vous le savez, j'espère malgré tout mourir à mon poste, dans une bataille de rue ou au pénitencier. Mais mon moi profond appartient davantage à mes mésanges charbonnières qu'aux camarades. L'autre jour, quelqu'un a apporté une branche cassée, trouvée par terre, dont la forme étrange a surpris tout le monde. Tout le monde se demandait ce que c'était. C'était une branche d'orme. Ici, les gens habitent depuis des dizaines d'années une rue plantée d'ormes, et ils n'ont pas encore remarqué à quoi ressemble un orme en fleurs. Et ils ont la même indifférence vis-à-vis des animaux. La plupart des citadins sont, au fond, de véritables barbares. Dans la cour où je me promène, arrivent fréquemment des véhicules militaires pleins de sacs ou de vieilles vareuses de soldats et de chemises souvent tachées de sang, qui sont déchargées ici, réparties entre les cellules où elles sont raccommodées, puis on les recharge sur le chariot pour les livrer à l'armée. Il y a quelques jours, arriva un de ces véhicules, tiré non par des chevaux mais par des buffles. Je voyais ces animaux de près pour la première fois.
Leur carrure est plus puissante et plus large que celle de nos bœufs. Ils ont le crâne aplati, comme nos moutons, et des cornes recourbées et plates. Leur tête est toute noire, avec de grands yeux noirs et doux. Ils viennent de Roumanie. Ce sont des trophées de guerre. Les soldats qui conduisaient l'attelage ont raconté qu'il a été difficile de capturer ces animaux sauvages, et encore plus difficile d'en faire des bêtes de somme, eux qui étaient habitués à la liberté. Ils ont été terriblement battus, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils avaient perdu la guerre, qu'ils étaient loin, qu'ils étaient inaccessibles, perdus, les beaux pâturages libres et d'un vert profond de Roumanie. Comme tout était différent là-bas, l'ardeur du soleil, le souffle du vent, les cris des oiseaux, l'appel mélodieux du berger. Et ici, cette ville étrangère, affreuse, ces humains étrangers et terribles, la sombre étable, le foin moisi, dégoûtant, mêlé de paille pourrie, ces hommes inconnus et effrayants, et les coups, le sang qui coule d'une plaie nouvelle. Pendant ce temps, le soldat, les mains dans ses poches, déambulait à grands pas dans la cour. Il souriait en sifflotant doucement, une goualante des rues. Je vis passer devant moi la guerre, dans toute sa splendeur.